Ce soir à l'émission, 1 mois et demi après l'incendie de l'école Val-des-Monts, on fait le point sur la situation vécue par les élèves et leur entourage. Pour un enfant, c'est ces petites choses à lui, là. En entrevue, je reçois Yves Deschamps, avec qui il sera question de santé psychologique au masculin. Les hommes sont moins enclins à aller chercher de l'aide, ce qui fait que malheureusement, le taux de suicide chez les hommes est plus élevé que chez les femmes. Je m'entretiens également avec Chantal Germain à propos du Fonds pour le jeu libre. C'est de retourner un peu en arrière, puis d'encourager les enfants, la communauté, les parents à faire sortir les enfants puis aller jouer dehors. Enfin, le mois de décembre sera festif et chaleureux au cabaret-spectacle La Petite Église. On souhaite lancer un calendrier de l'Avent 100% culture. Mais pas en chocolat. Pas en chocolat, voilà. Bienvenue à Accès Local. Jeudi 27 novembre 2025, bon début de soirée. C'est Claude Desjardins en compagnie de Clara Matéjonet. Bonsoir Clara. Bonsoir Claude. Clara, le 12 septembre dernier, c'est le jour où l'école primaire Val-des-Monts a été ravagée par les flammes. 1 mois et demi plus tard, on fait le point avec vous sur la situation. Oui, donc je vous rappelle les faits. Comme vous le dites, le feu a été déclaré vendredi 12 septembre en soirée. 80 pompiers des services incendies avoisinants ont été dépêchés sur les lieux pour une intervention ayant duré plus de 10 heures. Heureusement, il n'y a pas eu de blessés, mais c'est un drame qui laisse d'autres séquelles. Je me suis entretenue avec des parents d'enfants de l'école Val-des-Monts. On peut écouter leur réaction au feu. Bien, c'est sûr que mon garçon, sa première réaction, c'était Yes, pas d'école lundi! » Ça, c'était sa première réaction. Nous, on a vu tout de suite l'implication que ça avait. La première réaction des enfants, c'est on va aller où? On va faire quoi? Nos affaires sont où? T'sais, mais quand on est allé le lendemain, qu'on a vu les dommages, qu'on a vu que l'école était complètement crashée à moitié, ça a été là que ça a été le coup de grâce. Ben ça, c'était sa classe qui était à moitié tombée, puis à moitié encore debout. Donc, pour elle, ça a été comme un déchirement de voir que la classe était séparée en deux. Dans le fond, quand on a su, on était au restaurant. C'était la fête à mon garçon. Puis, ça a été une grosse crise d'anxiété. Là. Il était en crise d'anxiété pendant 1 heure au restaurant. Là. Ça a comme vraiment coupé sec sa fête. Là. C'était beaucoup d'émotions. On est encore sur le choc. Il y a eu des cauchemars. Pendant les 3 jours suivants, il n'a pas été capable de dormir dans sa chambre. Il y avait des cauchemars, puis il pensait juste à ses souliers, à ses affaires. Tu sais, pour certains, ça peut être juste parce qu'on en a vu des commentaires sur les réseaux. Ben là, c'est juste des effets personnels, c'est pas grave, il y a de l'assurance. Mais pour un enfant, c'est ces petites choses à lui, là. Et est-ce que la cause de l'incendie a été déterminée? Oui, ce serait un problème électrique. Il y avait eu des problèmes de chauffage à l'école Val-des-Monts l'hiver dernier, mais le Centre de service scolaire de la Rivière-du-Nord a écarté tout lien entre ces incidents et l'incendie, qui n'aurait pas non plus de cause criminelle. Il y a eu une période de battement et de réorganisation, mais dès la semaine suivante, les 365 élèves de l'école Val-des-Monts ont été relocalisés dans 4 écoles de la région. L'école aux couleurs du savoir à Saint-Jérôme, l'école des Falaises et l'école Champfleury à Prévost et l'école du Grand Héron à Sainte-Sophie. Les classes restent les mêmes et les enseignantes ont suivi leur groupe, mais ça n'a pas été le cas de tout le personnel. Il a perdu son prof d'éduc parce qu'ils ont été relocalisés dans 4 écoles différentes. Il a perdu sa TES aussi parce qu'elle a dû être relocalisée finalement. Il était très proche de sa TES, fait que c'est difficile. C'est difficile, l'adaptation est vraiment difficile. Bon, il y avait de l'aide financière prévue pour les familles, mais il y a eu des ratés là, dans la distribution. Oui, alors une somme de 150 $ a été remise aux parents pour acheter des biens personnels perdus dans l'incendie pour les objets d'une plus grande valeur qui auraient été perdus dans les flammes, comme des lunettes, des orthèses, des appareils électroniques, par exemple. Il était possible de remplir une réclamation aux assurances qui ont remboursé le tout. Il y a quand même eu un délai avant que le matériel pédagogique ne soit rendu accessible à nouveau. On écoute à ce sujet Mme Blanchette. La seule chose qui est un peu dommage, mais en même temps, c'est normal vu la situation, c'est que, par exemple, tu sais, là, on vient de recevoir le premier bulletin, puis il y a plusieurs masters qui n'ont pas été évalués parce que le temps qu'ils retrouvent les
les équipements. Ils n'avaient pas reçu les cahiers, il n'y avait rien pour étudier en musique, même chose. Il n'y avait pas de flûte, il n'y avait pas nécessairement les instruments disponibles pour eux. Donc, il y a des matières qui n'ont pas été évaluées. Une maman m'a écrit par courriel qu'elle plaint les enseignants qui, selon elle, ne semblent pas recevoir le soutien nécessaire avec une charge de travail qui a beaucoup augmenté. Il y a eu aussi des collectes de fonds qui ont été organisées pour venir en aide aux enfants et à leurs parents. Oui, c'est surtout là que des questions ont été soulevées. Plus de 177 200 $ ont été amassés et la Ville de Prévost a fait un don de 50 000 $. Donc, dans les dernières semaines, les parents et les donateurs se demandaient où se trouvait l'argent puisqu'il n'a pas encore été redistribué. Nous, on s'est fait rembourser les choses qu'on a perdues. Ils ont du nouvel équipement. Je sais pas vraiment qu'est-ce qu'ils vont faire avec cet argent-là. Tant qu'à moi, ils devraient le garder puis l'utiliser pour l'école qu'ils vont repartir. On n'a pas vraiment eu de nouvelles par rapport à ça. Ce que je pensais qu'il aurait pu faire, c'est mettre des roulottes de chantier annexées aux écoles de Prévost. Je trouve qu'il y avait peut-être des endroits où il aurait pu envoyer les enfants qui étaient peut-être moins loin ou faire ça différemment que qu'est-ce qu'ils ont fait. Ça aurait peut-être affecté moins nos enfants. J'ai contacté le centre de services scolaires à ce sujet. On me disait que l'argent a bel et bien été remis à l'école. C'est maintenant au conseil d'établissement d'en assurer la gestion. L'objectif serait d'organiser des activités avec cet argent pour rassembler les élèves. Plusieurs parents à qui j'ai parlé ont insisté sur l'importance de gérer cet argent avec transparence puisque les gens ont donné avec l'intention précise d'aider les jeunes de Val-des-Monts. Le Club optimiste de Prévost, en collaboration avec Sport Expert Atmosphère, ont aussi offert 2 500 $ en carte cadeau pour les parents qui en faisaient la demande et ont organisé une collecte d'effets scolaires qui ont ensuite été redistribués. Merci Clara. On va poursuivre la conversation un peu plus tard dans l'émission. On va parler de certaines difficultés d'adaptation pour des élèves de l'école Val-des-Monts et aussi quelques cas d'intimidation. Oui, à plus tard, Claude. La Ville de Sainte-Thérèse invite ses citoyennes et citoyens à poser leur candidature pour devenir commissaires citoyens au sein de ses commissions consultatives de la culture, de l'environnement, de l'art public et aménagement, de même que son comité consultatif d'urbanisme. Ces commissions et comités composés d'élus, de fonctionnaires et de citoyens visent à faire des recommandations au conseil municipal sur les sujets qui les concernent. Les personnes intéressées peuvent faire parvenir leur candidature jusqu'au 5 décembre prochain. Rita Léonard-Lafont est décédée le 15 novembre dernier à l'âge de 87 ans. Reconnue pour son engagement en tant que porte-parole et figure de proue des expropriés de Mirabel en 1969, elle a défendu la justice sociale pendant plus de 50 ans. Son héritage se reflète aujourd'hui dans la bibliothèque Rita Léonard-Lafont et dans ses écrits qui préservent la mémoire d'un chapitre majeur de l'histoire de la région. L'équipe de TVBL tient à offrir ses plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches. Le réseau d'éclaireurs en santé psychologique du CIS des Laurentides lance une nouvelle série de balados intitulée « Éclaire-moi, la parole aux hommes » qui porte, vous l'aurez deviné, sur le bien-être masculin. Pour en parler, je reçois Yves Deschamps, intervenant psychosocial et animateur de cette série. Bonsoir, Monsieur Deschamps. Bonsoir. Bon, pour situer un peu les gens, expliquez-nous d'abord brièvement ce que c'est que le réseau d'éclaireurs en santé psychologique. Bien, le réseau d'éclaireurs, c'est l'équipe de promotion-prévention de la santé psychologique positive au CIS des Laurentides. D'accord. Donc, notre travail, nous, c'est de faire des kiosques d'information, parler des ressources disponibles et aussi faire des activités résilience, des ateliers. On peut former des organismes communautaires, les gens de la population, diverses communautés et aussi les entreprises. Et nos ateliers, nos formations sont tout à fait gratuites, donc on est ouvert à tout le monde. Excellent. Là, vous nous arrivez avec une nouvelle réalisation, cette série de balados sur la santé psychologique des hommes, qui traite de façon plus spécifique sur la gestion de la pression et du stress. Moi, j'ai écouté les 2 épisodes. Avant de vous poser des questions, je vais vous demander de nous présenter le projet. Bien, le projet, on avait déjà fait 5 épisodes sur la résilience des agriculteurs l'an passé. Et on est toujours à l'affût des besoins de la communauté. Et il y avait plusieurs reportages qui commençaient à émerger sur la santé mentale des hommes, sur le bien-être des hommes, mais souvent axés sur quelqu'un qui est acculé au pied du mur puis qui se mettait en action pour préserver, essayer de se sortir de sa situation. Et quand je faisais le tour à l'entour du réseau, bien, il y a des gens qui se sentaient moins interpellés parce qu'ils n'avaient jamais été dans des grands creux de vagues de la vie. Donc, mais tous ces gens-là avaient des stratégies qui étaient excellentes. Fait qu'on a décidé de prendre ces gens-là qui avaient des bonnes stratégies, puis de les rassembler et de faire justement ce type d'émission-là. Puis on l'a tellement varié qu'on a un jeune homme d'une vingtaine d'années et on va jusqu'à un retraité de 70 ans. Donc, tout le monde vivait de la pression, mais tout le monde avait un mécanisme différent. Oui.
Il y a des gens qui arrivent de toutes sortes de milieux. Oui, il y a quelqu'un qui fait du rodéo, de la moto, Oui. un animateur de radio. Puis tous les âges. Oui, et notre monsieur retraité est un ancien policier, donc oui, il y en a un vécu du immigrant stress, aussi. un immigrant. Ouais. Bon, le premier épisode s'appelle « Enlever une bûche du poêle ». Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ben dans le fond, c'est quand la pression commence à être sur nos épaules, quand on commence à sentir que le stress s'installe, devient plus permanent, ben qu'est-ce qu'on fait pour diminuer cette pression-là? Donc, nos invités sont vraiment dans ce contexte-là de dire, ben oui, on a envie de la pression, on n'est pas des Superman, mais on a chacun nos trucs pour réussir. Puis ils nomment la pression, c'est quoi? On a un chef cuisinier qui parle, moi j'ai mon entreprise, puis ben quand il est sorti de la pandémie, il y avait moins de clients, puis il a dû se retrousser les manches, puis il en a vécu du stress. Parce que sa famille avait besoin quand même de revenus pour fonctionner, puis c'était le seul pourvoyeur de sa famille. Donc, il a vécu de la pression, mais il a réussi très bien à la gérer parce qu'il y avait des excellents moyens. Est-ce que les sources de pression là, qui sont mentionnées dans cet épisode-là sont typiquement masculines ou si leur particularité vient du fait qu'elle est vécue de façon un peu plus silencieuse? Plus parce qu'elle est vécue de façon silencieuse. Quand on regarde les statistiques, les hommes sont moins enclins à aller chercher de l'aide. Ils attendent souvent à la dernière minute pour aller chercher de l'aide, ce qui fait que malheureusement, le taux de suicide chez les hommes est plus élevé que chez les femmes. Les femmes sont beaucoup plus centrées sur le réseautage, de se parler entre eux, de se soutenir entre eux. Ce qu'on voyait moins chez l'homme traditionnel, quand je parle d'homme traditionnel, je parle du 40 ans et plus surtout. Donc, on est vraiment à amener les gens à dire « parle à qui tu veux ». Mais parle en bout de ligne, sors ça, garde pas ça en dedans, partage ta pression, fais-la sortir. Un peu comme un presto, faut que ça sorte. C'est ça. Et l'astuce est là, puis c'est le sujet du deuxième épisode qui s'appelle Un pour tous, tous pour un. Dans le fond, c'est ça, c'est d'en parler à l'entourage. Effectivement, puis il y a des gens qui en parleront peut-être pas à l'entourage parce qu'ils veulent pas mettre cette pression-là sur l'entourage, mais il y a des ressources, il y a des lignes d'écoute, il y a des organismes communautaires qui sont très, très, très présentes pour les hommes. Ben, profite-en. Si tu veux pas parler, ça t'appartient, mais tu peux pas utiliser l'excuse que j'ai pas personne à qui parler, parce qu'il y a quelqu'un quelque part qui est prêt à t'écouter. Mais c'est quand même particulier parce que ça fait des années qu'on fait socialement l'effort de dire aux hommes, vous avez le droit de pleurer, de mettre un genou à terre, de vous exprimer. On dirait que ça marche pas. Pourquoi c'est... Ça marche. Oui. Ça marche. C'est juste que c'est une révolution tranquille, on va dire, là. Ça va à petits pas. Malheureusement, on voyait avec nos adolescents dans les dernières années que ça allait beaucoup mieux. Il y a des mouvements un peu comme le mâle alpha, comme le syndrome Adonis, la perfection du corps. On voit nos ados de plus en plus surentraînés, tout ça, qui ramène un peu qu'est-ce que les autres vont dire, qu'est-ce que les autres vont penser de moi, et je vise le corps parfait. Ça suit les transformations sociales. Ça suit les transformations sociales, les réseaux sociaux. Fait que c'est des enjeux qui sont là, qui viennent un peu contrer le beau travail qui avait été fait dans les dernières années. Écoutez, j'invite les gens, moi, à écouter ces balados. Ils sont courts, 20 minutes, 15 minutes. Ils sont 5 hommes à s'exprimer. Ils le font très bien. C'est très éclairant. Yves Deschamps, merci beaucoup de nous avoir rendu visite. Merci beaucoup. L'Institut du véhicule innovant, affilié au Cégep de Saint-Jérôme, annonce un projet de mobilisation de l'industrie de la construction dans le but d'accélérer l'acquisition d'équipements de construction zéro émission au Québec. Cette initiative, réalisée avec le soutien du gouvernement du Québec dans le cadre du programme Action Climat Québec, permet de fournir aux entrepreneurs locaux les outils, les données et retours d'expérience nécessaires pour accéder à des équipements électriques. Revenu Québec annonce que Georges Caperonis et LEGK, société de Saint-Lin-Laurentide qui l'administrait, ont été condamnés à payer des amendes totalisant près de 600 000 $. La peine a été rendue le 11 novembre dernier au Palais de justice de Longueuil. L'homme de 36 ans et la société qu'il dirige ont été reconnus coupables de 2 chefs d'accusation en lien avec des infractions de nature fiscale. Ils avaient tous deux plaidé coupables à ces chefs d'accusation pour avoir fait des déclarations fausses ou trompeuses ou participer, consenti ou acquiescer à leurs énonciations dans des déclarations de taxes. Décembre s'annonce festif et chaleureux au cabaret-spectacle La Petite Église. On en discute avec Sophie Tessier, directrice du Service des arts et de la culture de Saint-Eustache. Bonsoir, Sophie. Bonsoir, Claude. Alors ça va commencer par un concept tout nouveau, une espèce de calendrier de l'Avent.
Oui, alors cette année, l'équipe, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? On sait qu'à cette période-ci de l'année, là, il y a les vendredis fous et tout ça. Puis on a dit, non, cette année, c'est pas ce qu'on souhaite faire. On souhaite lancer un calendrier de l'Avent 100% culture. Mais pas en chocolat. Pas en chocolat, voilà. Donc, ce qu'on réserve aux gens, dans le fond, c'est à compter de lundi prochain, donc le 1er décembre, des primeurs, des nouveautés, des rabais, évidemment, des devinettes culturelles. Donc, l'équipe s'est bien amusée. On a tourné pas mal de vidéos, on a créé toutes sortes de beaux concepts et donc on lance ça vraiment lundi et ce sera une belle occasion pour les gens là, de profiter de la culture puis c'est ça, trouver peut-être également des petits trésors à mettre dans le bon Noël finalement. J'aime beaucoup l'idée, ça met dans l'ambiance. Parlons maintenant de vos spectacles du mois parce que la programmation est très festive en décembre évidemment. Oui, on commence d'ailleurs le 4 décembre avec Marco Cagliari. Marco Cagliari qui est un habitué de la place, donc la petite église chez nous, et chaque passage, je vais être honnête, pour l'avoir vu fréquemment en salle, c'est toujours explosif, énergique, festif. Et Marco, donc, a ce talent-là de pouvoir marier les différentes cultures avec son côté italien. Donc, il arrive toujours à nous surprendre et ce sera le cas ici avec son spectacle La Tempête des Fêtes. Donc, il y aura des invités surprises, des musiciens. Donc, ça va donner le coup d'envoi là, à cette période des fêtes chez nous. Et vous avez aussi trouvé une façon de vous intégrer au marché de Noël. Oui, alors pour une 3e année consécutive, le marché de Noël du Vieux-Saint-Eustache, qui est à un jet de pierre de la petite église, finalement, on a décidé cette année, encore une fois, de présenter un spectacle gratuit donc à la population. Donc, c'est un spectacle de Noël, de jazz. Donc, c'est le Grand Ensemble Jazz de Saint-Eustache qui va revisiter les grands classiques du temps des fêtes à couleur jazz. Et on ouvre aujourd'hui, donc pas plus tard que ce soir même, une supplémentaire. Donc, notre représentation de 13h à 15h30 était déjà complète. Et on a ouvert une supplémentaire pour 11h. Donc, il faut avoir un billet pour pouvoir assister à la représentation. Mais je le répète, c'est gratuit. Donc, c'est vraiment une belle occasion à saisir. Voilà. Vous nous proposez aussi un spectacle plus intime, plus introspectif avec un artiste que j'aime beaucoup, beaucoup. Oui. Mathieu Bourret, un pianiste extraordinaire. Je pense qu'il n'y a plus besoin de présentation. Donc, Mathieu, qui est également un habitué de la petite église, là, il est souvent venu en rodage, en résidence chez nous, vient donc nous présenter son spectacle de Noël le 12 décembre prochain, qui est le spectacle Illumination. Ouais. Je pense que là aussi, on peut très bien se plonger dans l'univers qui va nous présenter. Donc, Illumination, ce que ça veut dire, c'est évidemment le côté très lumineux de la période des fêtes, mais également parfois avec des petites parts d'ombre. Il va donc nous présenter des classiques de Noël, mais aussi quelques pièces de son répertoire. Donc, c'est vraiment un beau rendez-vous musical là, à pas manquer. Oui, c'est toucher nos bonnes cordes sensibles. Oui. Voilà. Un classique aussi qui revient cette année? Oui. Alors, l'année passée, Terry Butler était venu présenter en trio son spectacle Le Noël de Charlie Brown. Ça avait été un véritable succès. Les gens nous avaient dit, est-ce que vous allez ramener ça l'année prochaine? Généralement, on essaie quand même d'amener des nouveautés, un peu de différence. On a fait, bon, OK. Alors, à la demande générale, le spectacle revient cette année. Il reste quelques billets là, qui se comptent sur quelques doigts. Alors, si les gens veulent en profiter, c'est un spectacle le 19 décembre et c'est un spectacle vraiment extraordinaire. Proposition maintenant pour les tout-petits? Oui, évidemment, nos tout-petits sont pas en reste. Alors, le 21 décembre, nous allons présenter le Grand Bal de Noël. Alors, c'est un spectacle jeunesse, familial, qui va être présenté un dimanche après-midi à 14h. Encore une fois, on installe les petits tapis de sol, lumière tamisée. Et ici, en fait, c'est qu'on plonge les enfants dans une histoire où c'est trois pingouins musiciens qui arrivent d'une banquise lointaine et qui doivent donc composer une pièce de Noël, une pièce des fêtes, afin de pouvoir assister à la grande fête de Noël au pôle Nord. Alors, encore une fois, il reste de très bons billets, puis c'est une belle occasion pour les familles d'en profiter. Voilà. Merci beaucoup, Sophie. Je vous souhaite un très beau temps des fêtes. À vous également, à toute l'équipe, et ce sera un plaisir de se retrouver l'année prochaine, en 2026. Voilà. Merci. Philanthropie Laurentide invite les organisations et les organismes à présenter une demande dans le cadre du Fonds pour le jeu libre. Pour savoir de quoi il s'agit, je reçois Chantal Germain, directrice du développement chez Philanthropie Laurentide. Bonsoir, Madame Germain. Bonsoir. Vous disposez d'une enveloppe de 538 000 $ à distribuer dans la région. Avant d'aller plus loin, expliquez-nous ce que c'est ça, que le Fonds pour le jeu libre et à qui ça s'adresse. Bien, je vais vous faire sourire, mais si on recule de quelques années à votre enfance, là, on jouait dans la neige, on montait des montagnes, on se roulait dans la boue, on faisait tout ça, il n'y avait pas d'écran. Alors, le Fonds pour le jeu libre, c'est de retourner un peu en arrière,
puis d'encourager les enfants, la communauté, les parents à faire sortir les enfants puis aller jouer dehors de façon simple et accessible pour que les enfants puissent laisser leur fou aller passer leur énergie dehors, découvrir un nouveau monde qu'ils ont peut-être perdu au fil des ans. Donc, le jeu actif et spontané, c'est tout à fait à l'opposé du jeu passif et programmé. Absolument, oui. Donc, oui. Et ce fonds-là existe pour éloigner, si j'ai bien compris, là, éloigner les enfants des écrans pour aller jouer dehors. Faire quoi, par exemple? Là? Vous venez d'énumérer... oui, j'en ai énuméré quelques-uns, mais en fait, on veut travailler avec des organismes, avec des écoles, avec des villes même, pour aller créer des endroits où les jeunes, les enfants, vont pouvoir aller jouer en toute sécurité. Ouais. Puis peut-être même sans nécessairement les parents à côté pour les surveiller toujours. On veut que ça soit sécuritaire, ça fait partie de la base. Mais on veut que les enfants puissent être des enfants. Oui, ça c'est une phrase que je trouve très jolie, que les enfants créer des lieux où les enfants peuvent être simplement des enfants. J'aimerais ça qu'on élabore autour de ça. Est-ce que ces lieux-là existent moins qu'avant? Est-ce qu'ils sont plus rares? Bien, ils sont plus rares. Puis, si on est un peu branché sur tout ce qui se passe dans notre société présentement, on est toujours un peu inquiet pour nos enfants. On n'est jamais trop certain. On n'ose pas trop les laisser sortir. Il y a même des enfants qui, de par les endroits où ils habitent, ils osent pas sortir parce que c'est pas toujours sécuritaire. Donc, ce qu'on veut faire en collaboration avec nos aides sur le territoire, bien, c'est d'aller créer des endroits, peut-être construire des endroits, peut-être venir appuyer avec des nouveautés, des endroits qui existent déjà, pour que les enfants puissent aller dans un milieu qui est protégé, mais qui est amusant. Les petits garçons, est-ce qu'ils peuvent être encore des petits garçons aujourd'hui, se chamailler sans se faire mal, mais est-ce qu'ils peuvent encore se permettre d'être ça? Ben non, parce qu'on les surveille toujours. Là, faites attention à ce que je dis. Je dis pas de laisser les garçons se battre, c'est pas ça que je dis. Mais d'avoir des endroits comme ça où les enfants peuvent vraiment être des enfants. Voilà. Puis s'amuser sainement. Madame Germain, vous dites ceci, nous voulons rendre le jeu en plein air plus accessible à ceux et celles qui font face à des obstacles systémiques. De quoi on parle exactement? Je pense entre autres à certains quartiers dans les Laurentides où le jeu n'est pas encouragé. Donc, ce qu'on veut, le jeu, les espaces sont pas ouverts. Il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas de nature, il n'y a pas d'endroit où les enfants peuvent aller s'évader et puis profiter de la nature, profiter de tout ce qu'il y a. Donc, systémique aussi, il y a des endroits où il y a des immigrants qui vont arriver, puis ils savent pas exactement où aller. Donc, on veut les aider, les orienter par différents, comme je mentionnais tout à l'heure, différents organismes, différentes fondations, des cours d'école et tout ça. On veut encourager le jeu libre pour tous les enfants. D'accord. Bon, pour obtenir une part des 538 000 $ dont on parlait au début de l'entrevue, qu'est-ce qu'on doit faire et surtout, qu'est-ce qu'on doit être? Bon, alors, on doit être organisme à but non lucratif, on doit être école, organisme qui n'est pas nécessairement enregistré à l'ARC. On doit gérer un organisme qui vient en aide aux enfants, aux familles, aux immigrants, aux familles LGBTQ2+, 2A+, pardon. Et on doit aussi communiquer avec nous. Donc, si vous allez visiter simplement la page Facebook de Philanthropie Laurentide, je l'alimente avec des liens. Et justement, le 28 novembre, ce sera la journée où on va pouvoir recevoir les applications. Donc, vous allez fonctionner en appel d'offres. Vous avez un projet en tête, on va vous faire parvenir, vous allez avoir accès en fait à un formulaire qui va demander une description du projet. Et puis là, bien, vous allez pouvoir faire votre demande. Bien, l'invitation, elle est lancée. Chantal Germain, directrice du développement chez Philanthropie Laurentide. Merci pour cette visite. Merci pour l'opportunité.
On est de retour avec Clara Maté-Jonet. On en parlait tout à l'heure dans l'émission de ces élèves de Val-des-Monts qui ont dû être relocalisés à la suite de l'incendie dans d'autres établissements scolaires de la région. Ça prend une certaine adaptation. Ça n'a pas été facile pour tout le monde. Non, tout à fait. Donc, j'ai discuté avec plusieurs parents pour qui l'adaptation de leurs enfants se passait plus ou moins bien. 3 d'entre eux m'ont écrit pour me dire que leurs enfants se sentaient très accueillis dans leur nouveau milieu, malgré les défis que peuvent occasionner un changement de la sorte. Par contre, j'ai 7 parents qui m'ont écrit ou que j'ai rencontrés pour qui la situation est très difficile et le dénominateur commun de ces témoignages, c'est l'école du Grand Héron à Sainte-Sophie où leurs enfants ont été relocalisés. Ce sont des situations d'intimidation de la part de certains élèves de l'école Grand Héron envers les nouveaux venus qui m'ont été rapportés. On peut écouter quelques exemples de propos qui sont tenus dans la cour d'école. Quand ils sont arrivés là, c'était de la division. C'était... ils les appelaient Val-des-Cendres. C'est toujours les mêmes répétitions. C'est vous autres qui avez brûlé votre école, vous êtes des cons. Il dit, quand on sort, on est comme dans on aurait dit une prison. Il dit, quand on sort, il faut qu'on mette nos capuchons, il faut qu'on regarde à terre, puis on longe la clôture. Je dis, pourquoi? Il dit, ils viennent nous voir, puis si on a la tête dans les airs, ils viennent nous voir, puis nous disent, tu regardes à terre. T'as pas d'affaire de regarder dans les airs. Vous n'avez pas le droit de regarder, c'est à terre que vous regardez. Il disait, moi, j'ai pas peur, mes amis ont peur, moi, j'ai honte. Questionné à ce sujet, le centre de service scolaire m'a répondu que dans une situation délicate comme celle-ci, tous doivent faire preuve d'ouverture et d'acceptation, parents, élèves et personnel. Ce travail est en cours. Il demande un peu de temps et de patience, mais nous savons que la situation ne peut que s'améliorer. Mais selon certains parents, la gestion de l'école envenime la situation. Il y a des horaires pour les enfants à Val-des-Monts, puis il y a des horaires pour les enfants à Grand Héron. Fait que là, il faut qu'ils se mixent à travers tout ça pour qui va avoir le basket, qui va avoir le droit au soccer extérieur, qui va avoir... Fait qu'il y a des horaires pour les 2 écoles. Fait qu'ils n'ont pas fait une entité, ils n'ont pas mis tous les enfants ensemble pour faire « vous êtes les bienvenus chez nous ». Au début, ça avait l'air de ça. Tranquillement, avec le temps, ça s'est divisé, puis il y a les enfants Val-des-Monts, puis il y a les enfants Grand Héron. Et aussi le personnel les traitait de voleurs de matériel. Parce que quand eux sont en bas, quand ils sortaient, ils étaient à côté de la porte. Fait qu'ils prenaient les ballons, puis ils sortaient, ils se faisaient traiter de voleurs de ballons. Sinon, sa prof, elle apportait des ballons de chez elle. Elle s'est fait dire qu'elle ne pouvait pas apporter du matériel de chez elle parce que c'était interdit. Voilà, Claude, donc on a des parents qui s'inquiètent de l'effet de tout ça sur leurs enfants. Il y a le problème aussi des déplacements scolaires qui peuvent être plus compliqués aussi. On écoute à nouveau les parents. Ça prend environ 1 heure d'autobus à tous les matins, à tous les soirs. Donc, 2 heures d'autobus, plus l'école, plus tout ce qui s'est passé de bouleversement, tout ça. Je vous dirais que j'ai des enfants qui n'ont plus tellement le goût d'aller à l'école ces temps-ci. Ils trouvent ça vraiment pénible. Puis on n'a pas encore eu des tempêtes de neige où ça va augmenter le temps de se rendre à l'école. Très, très, très inquiet parce que mon plus jeune, il a déjà mentionné qu'il aimerait faire l'école à la maison. C'est une possibilité qu'on est en train de regarder. Fait que pour nous, ça va être de voir les coûts. Puis ce que ça va donner comme bienfait à mon enfant. Mais on regarde vraiment la possibilité de le ramener à la maison. Ça continue. On le nomme, mais ça continue. Faut agir, là. Faut agir parce que ça va virer mal, là. Selon les dernières informations du Centre de service scolaire de la Rivière-du-Nord, pour l'année 2026-2027, il devrait y avoir une sorte d'école mobile qui devrait être réaménagée. Alors, on continue à suivre ça. Merci Clara. On se revoit mardi prochain. Au revoir, Claude. Ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là. L'émission Perspective suit à l'instant. Je vous rappelle que vous pouvez consulter l'ensemble de la programmation de TVBL sur notre site web et aussi regarder nos émissions sur notre chaîne YouTube. Au nom de toute l'équipe, je vous souhaite une excellente soirée à notre antenne et une très belle fin de semaine. Thank you.